Nouveau dimanche, nouveau rendez-vous du 7 Info. Merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Deux invités sur ce plateau. J'ai avec moi notre analyste politique, Siaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, Madame Absa Diallo. Elle est chargée de la question genre au collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Avec vous, nous parlerons d'une activité en vue au niveau donc, des femmes de ce collectif, bien sûr. Exactement. Mais avant, parlons de cette deuxième distinction pour le patron de la société immobilière Abdoul Service International. Après le prix de meilleur promoteur immobilier de l'Afrique de l'Ouest, il reçoit le prix GIFA d'or 2019 dans la catégorie entrepreneur africain de l'année, un prix décerné en France le 8 juin dernier. Nous sommes à Paris, en France, dans le salon Hoche de l'arrondissement 8. Ce 8 juin 2019 marque le point culminant de la 6e édition du Forum économique international du développement de l'entrepreneuriat. Sur la plus haute marche de cette soirée, un Burkinabé, Abdou Ouedraogo, président directeur général de l'entreprise Abdoul Service, reçoit le prix du meilleur entrepreneur africain de l'année 2019. Près d'une semaine après la remise du trophée, les collaborateurs du promoteur immobilier qui l'ont représenté sont de retour au bercail. Abdou Ouedraogo peut savourer son sacre. C'est avec une fierté que je reçois vraiment ce prix. Je remercie beaucoup la délégation, tous ceux qui ont pris le déplacement pour ce prix. Je dis merci aussi à tous les travailleurs d'Abdoul Service. Parce que vous savez, une seule personne ne peut pas construire une nation. Une seule personne ne peut pas construire une société. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont autour avec des conseils de gauche à droite. Je dis aussi merci à tous les doyens aussi qui sont à l'ordre, qui nous accompagnent avec des conseils. Dans un cadre plutôt convivial, les travailleurs d'Abdoul Service ont réitéré leur fierté d'appartenir à l'entreprise immobilière qui loge plus d'1 millier de Burkinabés. Nous sommes fiers, M. Ouedraogo, d'appartenir à cette grande société qui fait la fierté de tout un pays, que dis-je, de tout un continent. Monsieur Ouedraogo, tous vos employés sont fiers de vous. Vous faites notre fierté, vous faites la fierté du Burkina Faso, vous faites la fierté de l'Afrique tout entière. Abdou Ouedraogo est le deuxième Burkinabé après Apollinaire Compaoré à être lauréat de GIFA d'or, un prix qui honore les meilleures personnalités, entrepreneurs, femmes et hommes, faisant de l'entrepreneuriat et du leadership africain leur cheval de bataille. Il est décerné par un regroupement d'entreprises africaines et européennes. Voilà. 4,72, c'est la note attribuée au président du Faso dans sa conduite des affaires de l'État. C'est ce que révèle un sondage d'opinion réalisé auprès de Burkinabé réparti sur l'ensemble du territoire national, initiative du Centre pour la gouvernance démocratique dans le cadre de sa plateforme Présimètre. De juin 2018 à juin 2019, la pertinence des actions du chef de l'État a régressé de moins 0,36 points au sein de l'opinion publique burkinabé. 4,72 sur 10, c'est la note à lui affectée à l'issue du dernier sondage réalisé par le Centre pour la gouvernance démocratique auprès d'un échantillon de 3024 burkinabés âgés de 18 ans et plus. Une note en dessous de la moyenne qui dénote des actions du chef de l'État en deçà des espérances des Burkinabés. Jugé sur la base de son programme de société, la situation sécuritaire générale du pays, la lutte contre la vie chère, la lutte contre la corruption, le dialogue avec les syndicats sont les points d'insatisfaction prononcés des Burkinabés. Et cette insatisfaction est beaucoup plus ressentie en milieu rural qu'urbain. Évidemment, depuis 2017 que nous suivons les politiques publiques, nous faisons ces sondages, c'est la première fois justement que nous avons une note moyenne en milieu rural inférieure à la note moyenne en milieu urbain. Mais comme je viens de le dire, tout ce contexte sécuritaire qui est beaucoup plus ressenti en milieu rural pourrait expliquer cette note-là. Mais il faut aussi noter que tous les mouvements de grève que nous notons aujourd'hui touche également le milieu rural.
que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, avec le développement de la technologie, le milieu rural, comme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est aussi bien informé de la gestion du gouvernement ou de ce qui se passe sur le terrain. Le sondage révèle cependant que depuis décembre 2018, le niveau de satisfaction sur la gestion de la situation sécuritaire est dans une tendance haussière. Il passe de 15,2% en décembre 2018 à 17,1% en juin 2019. La réaction opposée aux terroristes serait la principale explication. Du reste, les Burkinabés ne peignent pas tout en noir dans la gestion du chef de l'État en ce premier semestre de l'année 2019. Le recensement des écoles non conformes et leur fermeture, c'est une action qui a été notée comme élément de satisfaction. Quand on prend la gratuité des soins, on en a beaucoup parlé. Il y a des difficultés dans sa mise en œuvre. Les citoyens même le notent, mais ils apprécient en fait cette action-là. Il y a les questions un peu, des initiatives dans le domaine de la lutte contre la menace terroriste. L'opération Otampono a été beaucoup citée. Il y a par exemple également la promotion des produits locaux avec le port du Faso d'Anfani par le chef de l'État qui a été aussi cité comme un exemple. Donc il y a aussi les infrastructures, il faut le dire, les citoyens notent qu'il y a des infrastructures routières qui sont construites, que ce soit dans le domaine de l'adduction d'eau potable. Mais cela ne veut pas dire que c'est suffisant. Il y a par endroits des infrastructures qui manquent, les citoyens le notent. Et même là où il y a les infrastructures, les citoyens disent que les besoins sont encore loin d'être atteints. Il n'y a pas que seulement la gestion de l'exécutif qui rencontre l'insatisfaction des populations. Selon les résultats de ce sondage, les actions du pouvoir législatif, tout comme judiciaire, ne jouissent pas d'une popularité au sein des Burkinabés. D'une manière générale, c'est la confiance des Burkinabés aux partis politiques qui s'effrite selon le présimètre. Les Burkinabés souhaiteraient également de plus en plus le retour de Blaise Compaoré. De 58% en décembre 2018, ils sont 67% en juin 2019. 41,6% d'entre eux pensent qu'ils pourraient contribuer à la paix, 36,5% à la réconciliation nationale et 21,9% veulent qu'ils viennent répondre devant la justice. Et voilà, troisième invité qui vient de nous rejoindre, Lokman Savadogo, bonsoir. Bonsoir Robert. Avec vous, il sera notamment question de l'appel de Maniga, cet appel lancé hier donc du côté de Maniga. On en parlait déjà, ce premier sujet, Seka Koulibaly. Là, le milieu rural qui fait moins confiance au président du Faso. Oui, ce n'est pas du tout une surprise dans la mesure où, comme l'a expliqué le chef ingénieur du projet, il y a aujourd'hui des situations qui touchent plus le milieu rural que le milieu urbain, notamment les questions du terrorisme. Quand vous regardez la carte de l'insécurité, il y a une bonne partie du territoire qui est touchée par cette situation, qui peut expliquer qu'une bonne partie de la population bascule maintenant dans le manque de confiance dans l'action gouvernementale en matière de sécurité. Donc la sécurité et le front social peuvent se mettre ensemble pour donner la note moyenne mitigée que le chef de l'État a reçue. Le Front social peut être en ville, mais pour la sécurité, Loukman, c'est peut-être l'explication pour ce qui est du monde rural où, généralement, on estime que c'est peut-être là-bas qu'on a plus l'acquisition de la confiance, c'est peut-être à ce niveau et pas forcément en ville où, avec le niveau d'éducation, le niveau de l'information des populations, c'est beaucoup plus en ville que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que si vous voulez vous penchez sur la diversité rurale-urbaine, il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a un nivellement du niveau des capacités d'analyse des populations. Aussi bien en ville qu'en milieu rural, notamment avec la présence des fonctionnaires, des agents de l'État dans les zones les plus reculées du pays, qui peuvent influencer la perception que les citoyens en zone rurale ont de l'action gouvernementale. Et des moyens d'information aussi. Et la situation qui prévaut, comme c'est une situation assez généralement difficile, les attaques terroristes ne peuvent pas rester inconnues des populations à l'intérieur. Et aussi, le réchauffement du front social ne peut pas non plus être occulté. Ce qui fait que l'un dans l'autre, même avec un décalage de temps, finalement, les populations rurales apprendront
la tendance générale que la gouvernance du pays a, ce qui peut donner donc leur réaction par ces sondages. Moi, je pense que habituellement... Parce que là, il y a quand même peut-être pour le président, même s'il n'y a pas forcément le rapport, parce que c'est en milieu rural qu'on vote beaucoup plus. Oui, parce que effectivement, si on essaie de faire une extrapolation de façon sociologique et sur le plan de la sociologie des élections, les populations en campagne sont légitimistes, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas souvent compte très souvent du programme qui est mis en œuvre et des engagements qui sont pris et qui sont soit mis en œuvre ou pas. En général, les populations sont plutôt stables dans les localités, dans le monde rural, à plutôt plébisciter un président, plébisciter un pouvoir. Donc cette fois-ci, ce qui se passe est une situation, c'est un nouveau phénomène qui vient contrarier en fait tous les postulats qu'on avait à l'avance. Donc ça pourrait se traduire sur le plan électoral si et seulement si la tendance continue à tout simplement à l'insatisfaction, ça peut se traduire sur le plan électoral. Mais encore, il faut faire attention, parce que je ne suis pas sûr que la question a été mieux appréhendée. Est-ce qu'il s'agit de leur situation d'insatisfaction parce qu'ils ont une situation de terrorisme, etc. Ou est-ce que c'est une contestation déjà du pouvoir en place ou du gouvernement? C'est vraiment deux choses aussi à voir pour mieux cerner cette question. C'est effectivement cette différenciation qu'il faudra peut-être faire justement. Est-ce que c'est la gouvernance du président qui est quelque peu sanctionnée là, ou alors c'est peut-être aussi effectivement la situation sécuritaire de façon globale, le manque de réponse efficace à cette question qui fait juste... Oui. Là, il faut quand même évoquer quelque chose de fondamental par rapport à l'exercice du périmètre. Le périmètre est ce qu'on appelle un indice de perception. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de tel aspect des choses. Donc la perception peut être ce que l'individu pense connaître donc de la situation, qui s'oppose à l'autre qu'on appelle l'indice de mesure, où on va peut-être faire appel aux statistiques. Et vous verrez que si vous interrogez les membres du gouvernement aujourd'hui, ils vont vous opposer donc cette différence entre l'indice de perception et l'indice de mesure. En évoquant les statistiques, ils vont vous dire qu'il y a eu un taux de croissance de 6,6% en 2018 par rapport à 2017, 6,3%. Ils vont vous dire que l'inflation est en deçà de la norme UEMOA, etc., etc. Donc, lorsqu'on va prendre les statistiques, on aura une situation différente de ce que les gens voient. Donc, les citoyens voient plutôt l'événementiel, le factuel, ce qui est frappant. Et là, c'est là où donc, les aspects comme l'insécurité ou le front social viennent influencer la perception que les citoyens ont donc, de la situation et de la gouvernance du pays. On rappelle que ça reste juste une photocopie à un instant T. Ce sont des sondages et qu'en Afrique, parfois, ce n'est pas toujours... Mais ici, quand même, il y a une constante. Vous savez, la constante peut arriver à faire la loi. Le sondage, si je ne m'abuse, c'est peut-être le 5e exercice. Et vous voyez, c'est une constante qui se dégage. Donc, on ne peut pas simplement dire que c'est une perception à un moment donné, à un instant T, et donc ça ne sert à rien. Non, il faut relier tout ça. Et quand on met, il y a une constante qui se dégage. Et si on établit une courbe, ça peut nous donner déjà une vision. On a un mandat de 5 ans, on est pratiquement à presque 4 ans, et vous avez une constante sur presque toutes les années. Alors ça peut dégager déjà une logique quand même. Donc il faut éviter peut-être ce piège-là qui est de dire non, c'est une perception, mais quand on perçoit la même chose autant de fois, ça devient quelque chose d'important. C'est ça aussi, c'est un élément. Je pense qu'il faut faire attention pour ceux qui disent oui, c'est juste une perception, mais la perception, c'est pas rien. Ça repose sur un vécu, sur quelque chose que les gens vivent. Et peut-on s'attendre à un impact dans les urnes? Parce que visiblement, pour le vote, c'est autre chose, oui. C'est autre considération. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le fait que ce soit un indice de perception ne remet pas en cause la valeur de l'exercice en lui-même. On remarque que la gouvernance, le gouvernement reçoit une note inférieure à la moyenne. Ça, c'est une donnée dans un contexte assez vivace de démocratie que l'opposition va utiliser très certainement. Et vous verrez certainement dans le point de presse de mardi. Pour l'opposition politique, justement. Donc, ça ne diminue pas la valeur de l'exercice. Mais c'est pour juste apprécier ce que c'est. Et en plus, il faut se dire aujourd'hui qu'en milieu rural, comme on l'a dit, il y a un nivellement du niveau qui se déroule avec la population jeune qui est plus proche des questions de gouvernance, des politiques,
que ne l'étaient leurs parents, par exemple. Et comme on le disait par le passé, en zone rurale, on avait un vote conservateur, à cause donc des populations qui n'étaient pas très instruites, qui ont une perception du pouvoir qui est assez traditionnaliste, en disant le chef, c'est quand même le chef, il faut le respecter, il faut éviter de dire cela. Donc il y avait une approche conservatrice du pouvoir, qui est en train donc d'être remise en cause aujourd'hui par une évolution où tu as une population différente, qui est constituée des jeunes, la plupart du temps ont un niveau d'instruction assez minimum, peut-être du primaire, et qui peut aussi suivre donc, ces choses-là et comprendre, ce qui peut expliquer que jusqu'à présent, la différence entre la ville et la campagne ne ressort pas dans les perceptions qu'on a vis-à-vis du gouvernement. Et là, on a le réel. Les gens pensent que la gouvernance n'est pas favorable. Même s'ils reconnaissent quand même... Et ça peut effectivement influencer le vote, parce qu'on est quand même à quelques encablures de l'élection. Et c'est maintenant que les grandes tendances commencent à se dessiner du point de vue des prises de position dans l'élection. Donc s'il n'y a pas un retour en grâce du chef de l'État à travers un certain nombre d'actions, on peut penser que cette tendance-là va se maintenir jusqu'à l'élection. Et là, on verra que ça va se confirmer également dans l'élection. Lookman parlait tout à l'heure d'une constance, cette autre constance sur le retour ou non de Blaise Compaoré. Là aussi, on voit que ça va crescendo au sein de l'opinion. Oui, tout à fait. Cette question est en train de devenir une réalité. Comment ça s'explique? C'est aussi peut-être un lien avec effectivement cette note de 4/12, l'insatisfaction vis-à-vis de la gouvernance? Oui, très certainement. Pour la partie des citoyens qui n'est pas très habituée à la subtilité donc, des perceptions de la gouvernance, des différents aspects, ils peuvent faire la jonction très vite en cela qu'il y avait une gouvernance qui prévalait, on a changé de cap et on a une situation qui n'est pas meilleure. Du coup, de là à ce que beaucoup retournent pour penser que peut-être que l'ancienne gouvernance était quelque peu meilleure, ça peut atténuer le ressentiment que les gens avaient vis-à-vis de l'ancien président, qui finalement, on pense que, bon, l'un dans l'autre, peut-être qu'on peut régler les choses, les questions qui ont conduit à son départ. Et même si on ne parle pas de lui comme un possible challenger donc, du pouvoir encore, on peut aussi penser qu'il peut quand même rentrer dans son pays, y compris avec les aspects judiciaires que certains ont évoqués. Mais dans l'ensemble, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion est mûre pour imposer une approche plus consensuelle de la vie politique nationale, avec donc les notions de réconciliation. Plus sincère? Plus sincère aussi, avec les notions de réconciliation nationale, etc. etc. L'idée d'évacuer les démons du passé et de conférer une nouvelle approche, une nouvelle gouvernance au pays. Je pense que c'est ce sentiment-là qui anime ceux qui ont finalement répondu au sondage avec les résultats qu'on a pu voir. Souhaiter le retour de Blaise Compaoré, est-ce que d'une autre façon, ce n'est pas aussi souhaiter un changement de régime pour ces sondés? Bon, ce qu'il faut dire, on est face à une situation qui est semblable à ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie avec Ben Ali. Également en Tunisie, il y a une forte dose de nostalgie du régime Ben Ali qui se manifeste. Et même là-bas, c'est encore plus ouvert. Ce que je veux dire ici, c'est le phénomène du désenchantement. Aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est pas la performance de l'ancien pouvoir qui est comparée à la performance du nouveau, mais on est dans une situation de désenchantement. C'est-à-dire que les gens se sont engagés, peut-être par enchantement, sur une voie. Ils se rendent compte aujourd'hui que c'est une voie certainement incertaine. Et donc, les gens se remettent à faire une sorte de réflexion. Ils reviennent à eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, du coup, ils se retrouvent face au régime Compaoré, qu'ils essaient de comparer la situation pendant le régime Compaoré à la situation d'aujourd'hui. Et donc, quand ils comparent, on voit ce transfert d'affection vers l'ancien président. Et si vous regardez les sondages, ce que ça dit, c'est près de 80%. Parce que c'est scindé. Ceux qui parlent de son retour pour l'unité nationale, pour la cohésion, aider à la cohésion. Et ceux qui parlent pour son retour pour la réconciliation. Quand vous mettez ces deux taux ensemble, vous avez près de 80%. C'est déjà important à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez une assiette ou si vous voulez un échantillon de 100, vous avez pratiquement près de 80 qui sont pour ce retour-là. Et vous avez peut-être 22, je crois maintenant, le taux c'est autour de 22 qui dit qu'il faut qu'ils répondent la justice. Mais on sait aussi que ceux qui disent qu'ils répondent la justice, c'est ceux aussi qui disent qu'ils ne viennent pas. En réalité, c'est cela. Donc, vous avez vraiment un taux
je pense, hein, dans le cadre des réflexions sur la situation politique du pays, à intégrer nécessairement, parce que quand même, de 58 aujourd'hui à 67, vous avez encore 9 points en 6 mois. En 6 mois, 9 points de gagner. Je pense que quand même, ça doit pouvoir faire bouger beaucoup de lignes et faire réfléchir par 2 fois dans la façon dont aujourd'hui nous voulons poser le débat au plan national. Pendant ce temps, le gouvernement, en tout cas, multiplie les actions dans l'espoir de récupérer ce retard, notamment sur la question sécuritaire, mais aussi sur la question des infrastructures, notamment avec cette semaine le lancement de cette opération, en tout cas ce programme de construction de complexes scolaires, 100 au total. C'est peut-être là à mettre sur le compte du bilan pour le prochain sondage, on espère bien. La suite de cette info, l'appel de Maniga, il a été lancé cette semaine. Ce sont des signatures de 100 personnalités nationales qui s'engagent ainsi à peser de leur poids pour un Burkina de paix et de cohésion. Le Burkina Faso est un pays où se côtoient plusieurs groupes ethniques qui ont toujours vécu dans la concorde. La concorde nationale est mise à rude épreuve ces dernières années et l'exemple le plus patent demeure le massacre de Yirgou en janvier dernier. C'est face à cette montée des tensions que l'appel de Maniga a été lancé ce 15 juin au pied de la dalle africaine du Cahamonde. Cette initiative d'acteurs de la société civile vise à appeler à un front commun face aux défis du Burkina Faso. Les risques que l'on débouche sur des situations encore plus complexes et plus compliquées, comme par exemple des conflits religieux, des conflits ethniques, soit vraiment notre quotidien de demain et d'après-demain. Donc l'initiative, c'est, si vous voulez, un peu d'anticiper en appelant les différents acteurs, en appelant les Burkinabés dans leur ensemble à se dire qu'il y a danger et qu'il faut prendre conscience aujourd'hui qu'il faut rechercher les ressources nécessaires que nous pouvons avoir et les mettre en commun pour y faire face avant qu'il ne soit trop tard. Donc, les signatures de 100 personnalités ont été recueillies et les signataires sont de divers domaines dont la politique, la chefferie traditionnelle, la société civile et la culture. Les signataires de cet appel doivent apporter de leur aura et mettre leur influence au service d'un vivre ensemble plus harmonieux. Et on a encore d'autres démarches pour aller vers d'autres chefs coutumiers, d'autres religieux, etc. Pour donner une sorte de légitimité, mais une force aussi qui impacte qui puisse impacter ou faire impacter notre initiative. Maintenant, on va ouvrir l'appel. On va ouvrir l'appel à pétition populaire. Donc tout le monde pourra, vous tous qui êtes là, vous pourrez, toute personne qui se sent engagée, qui se sent préoccupée par la situation nationale et qui veut donc une solution, va pouvoir signer. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, candidat à l'élection présidentielle, fait partie des signataires de cet appel. Pour lui, cette occasion est à saisir par les Burkinabés pour recoudre le tissu social quelque peu en lambeaux. Nous avons besoin de regarder les problèmes en face et de pouvoir apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été contacté pour cet appel, j'ai accepté de faire partie des 100 signataires parce que j'estime que c'est la chose la plus urgente que nous avons à faire dans notre pays, le Burkina Faso. C'est de regarder nos problèmes en face, d'accepter de nous parler et de créer les conditions pour ressouder le tissu social. Et c'est maintenant qu'il faut faire cela. Les initiateurs de l'appel invitent les Burkinabés soucieux du devenir du pays à relayer cet appel et à œuvrer à la réalisation de ses objectifs. Ils invitent également le président du Faso à s'investir dans le dialogue et la recherche du consensus. Et voilà. Et pour en parler, le porte-parole donc des initiateurs de l'appel de Maniga sur ce plateau, Lukman Sawadougou. Alors, vous voyez un peu les réactions autour donc de cet appel. Pour certains, c'est un appel au contour flou. Jusque-là, trop de mélange de gens, trop de mélange de profils, et des loups mélangés aux agneaux, des carnivores dans le même sac que des herbivores. Alors, on se demande si ce n'est pas un cocktail assez lourd qui pourrait être indigeste. Bien, merci. Je pense que je ne ferai pas l'insulte à ces signataires. Ce sont des personnalités qui ont signé et qui ont pris sur elles l'engagement de le faire. Alors, nous sommes partis sur la base d'une analyse du contexte actuel qui n'est plus à discuter. Hein. Le contexte que nous connaissons aujourd'hui n'est plus à discuter. Et nous sommes partis sur 3 postulats. 3 postulats qui sont imagés. Les images que nous avons prises, premièrement, nous avons pris comme postulat le destin
commun que nous avons en tant que Burkinabé. Et l'image qui colle à ça, c'est un avion en plein vol. Alors, quand un avion en plein vol, dites-vous le destin est lié. Le destin est lié. Dites-vous que s'il doit s'écraser, il s'écrase avec tout le monde. Et qu'on soit en classe affaires, qu'on soit en classe économique, qu'on soit dans le cockpit, ou qu'on soit même, on est du trésor dans la soute, tout s'écrase. Donc, c'est nous dire ici que nous sommes face à un destin commun. Et aujourd'hui, le Burkina est comme cet avion-là, qui est dans les turbulences, et que chacun sait, au fond de lui, qu'il a cette frayeur, il a cette inquiétude de l'avenir. Deuxième image, deuxième postulat, nous avons également dit qu'il y a cette responsabilité collective, individuelle et collective, qui fait que chacun doit s'intéresser à ce qui se passe dans son pays. Et nous avons pris l'image de quoi? De la tour de contrôle. Vous savez, les aéroports sont reliés par des tours de contrôle et les avions sont guidés sur leur trajectoire par les tours de contrôle. Parce que sans tour de contrôle, il n'y a pas d'avion qui arrive, il n'y a pas de vol réussi. Et cette image-là nous ramène à quoi? Dire que chacun de nous dans l'intérêt, dans son intérêt, doit avoir un regard. Il ne doit pas croiser les bras pour dire c'est aux autres de faire. Chacun doit regarder ce qui se passe et chacun doit agir. C'est dans ce sens-là que nous avons donc posé ce postulat qui est que l'intérêt commun qu'on a cité pour le destin commun commande une responsabilité individuelle et collective. Dernier postulat pour terminer, c'est celui de quoi? De l'intérêt supérieur, de la cause supérieure. Et nous avons pris pour image l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Mais si vous mettez deux couleurs, ça ne fera plus l'harmonie, ça ne fera plus l'arc-en-ciel. Si vous prenez du rouge et du noir, vous avez deux couleurs, vous n'avez pas d'harmonie, vous n'avez pas d'arc-en-ciel. Vous allez avoir plusieurs couleurs qui vont faire l'arc-en-ciel et qui vont faire l'harmonie, c'est ça qui va donner la beauté. C'est pour dire que quoi? Et là, nous avons pris le cas d'un cas de leadership de Nelson Mandela, qui, quand il a fait 27 ans en prison et qu'il est sorti et qu'on a voulu, ses fidèles ont voulu, ses partisans ont voulu qu'il dégarnisse sa garde de tout ce qu'il y a comme blanc, il a dit non. Je vais faire ma garde avec les blancs et les noirs parce que je suis le président de la nation arc-en-ciel que je veux construire et ça commence par moi. Il s'est opposé à la volonté des autres de séparer, de diviser pour le faire. C'est dire que quoi? Ici, nous sommes dans une situation où il n'est plus question de dire un tel est ceci, un tel est cela, moi, voilà, je suis comme ça. Non, la question ici, c'est d'aller vers quoi? Vers une sorte d'harmonie. C'est pourquoi nous disons qu'il faut donc laisser taire les préjugés, taire les stéréotypes, taire les divisions et se faire en fait, je vais dire, faire commun. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut mettre tout ce monde ensemble et dégager de la sincérité dans la dynamique? Parce que là, je parle notamment des politiques qui sont quelque peu à la base de cette turbulence. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand on a tourné un peu dans certaines personnes ressources, et certains chefs traditionnels, coutumiers, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que la question nationale, eux, les chefs coutumiers, les personnes morales, à tout moment, ils ont appelé les hommes politiques à bien se tenir, à savoir se tenir. Mais chaque fois, c'est par les hommes politiques souvent que cela arrive parce qu'il y a des intérêts divergents. Soit. Mais ce que je vais dire comme signe important ici, lorsque nous avons mis à signature cet appel, je peux vous dire que sur les 100 signataires, si ma mémoire est bonne, on n'a pas eu plus de 2 qui ont demandé mais qui d'autre signe? Quand on leur a expliqué, personne d'autre, en fait, je peux dire même, personne n'a dit qui d'autre signe pour que je puisse signer. Le plus important, c'est l'objectif. Le plus important, les gens ont signé sans regarder. Et je prends le cas de Monseigneur Sanon, Titiaman Sanon, en scène, quand je suis allé le voir à Bobo, et je lui ai expliqué le contexte du projet, et il m'a dit, ça tombe bien, c'est même très bien. Alors, je signe à l'aveuglette, je dis non, Monseigneur, permettez-moi, je vais lire pour que vous signiez en connaissance de cause et par transparence également. Et puis j'ai lu à haute voix, il a écouté, il a pris des notes, on a discuté de certains éléments et il a été retenu par certains éléments, le temps est bref, je ne pourrais pas revenir dessus, et il a signé. Il n'a pas demandé qui d'autre signe. C'est pour dire simplement que nos divisions, les stéréotypes qu'on a, en réalité, soit la situation actuelle fait que les gens sont conscients qu'il faut dépasser ces divisions-là. Maintenant, il faut arriver à mettre tout ça. Est-ce qu'on a des signataires qui sont du parti au pouvoir actuellement? Le député Tamboura Ousseni, je crois qu'il est élu MPP, il est signataire. Le député Koubizara Henri, je crois qu'il est élu MPP, il est aussi signataire. D'accord.
On espère bien. Mais derrière, l'objectif concrètement, comment ça va se manifester? Il y a des signatures, mais la suite, c'est quoi exactement? Alors, après ces signatures, ce que nous allons faire, il y a la remise, j'allais dire, officielle donc, de l'appel aux différentes communautés. Donc, quand je dis communauté, c'est les communautés religieuses, les communautés voilà, organisées autour des cultures, etc., des ethnies, des valeurs. Nous allons donc remettre cet appel-là aux communautés. Nous allons remettre cet appel aux autorités. Nous allons remettre cet appel aussi aux partenaires techniques qui sont au Burkina et qui aident le Burkina. En plus de cela, ceux qui ont signé l'appel, nous allons leur décerner des attestations parce qu'ils ont le mérite. C'est un acte de leadership qu'ils ont fait. Vous savez, au Burkina, malheureusement, on ne reconnaît pas le mérite des gens. Mais je peux vous dire que ceux qui ont signé cet appel ont eu du courage. Parce qu'on a rencontré des gens qui ont dit le projet est bon. Mais je ne peux pas signer parce que... Mais ce courage, ça va servir à quoi en termes d'impact justement? Oui, justement. Sur ce processus ces personnes sont engagées, corps et âme, et sont prêtes donc à porter ce message qu'il faut aller vers, j'allais dire, vers un discours qui est dominant. Ce discours qui est dominant, c'est celui de dire on s'élève au-dessus de nos divisions, on s'élève au-dessus des préjugés et on regarde en face l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça qui est en jeu. Comment les politiques, par exemple, qui ont signé peuvent se mettre au-dessus de la mêlée? Justement, la question est très intéressante. On n'aurait pas mis les politiques dedans qu'on serait allé vers eux pour leur demander de faire quelque chose pour laquelle ils n'ont pas participé. Aujourd'hui, ceux qui ont signé sont tenus. Vous allez voir que tous les présidentiables annoncés au potentiel sont signataires. Ils sont signataires, ils sont tenus par leur signature. On est à même aujourd'hui, demain, d'interpeller un présidentiable sur peut-être son attitude, son comportement, ses propos. On peut lui dire, mais monsieur, vous avez signé l'appel de Manega qui dit ceci, ceci, ceci. Alors, si vous voulez l'engager aujourd'hui sur un discours, comment vous l'engagez? Vous l'engagez par sa signature. Si on dit aujourd'hui au présidentiable, il est important de tenir tel discours par rapport au peuple, je pense qu'ils peuvent le faire parce qu'ils se sont engagés à quelque chose. C'est justement là qu'il faut dire. Parce qu'habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit quelque part, on concorde quelque chose, et puis on dit aux acteurs, tenez, appliquez. Les acteurs ne vont pas appliquer. Ça échoue souvent parce qu'ils ne sont pas partie prenante. Et là, il fallait les engager. Je vais dire, pour terminer peut-être, que l'appel prend tout le monde en compte. Vous avez des artistes, vous avez des intellectuels, vous avez des universitaires, vous avez des politiques, vous avez des religieux, vous avez des coutumiers, vous avez des élèves. Et le plus jeune, pour ne pas dire la plus jeune signataire, à 16 ans, elle fait la classe de première. Vous comprenez? Pour ceux qui ont regardé le reportage, auront vu son image. On est toujours dans le cadre des personnalités ou c'est en des dehors personnalités. C'est-à-dire que ce sont les Burkinabés qui s'expriment dans toute leur sensibilité, dans toutes les catégories qui s'expriment. Ce que nous voulons ici, c'est pour montrer à partir de là qu'on peut faire la nation arc-en-ciel. Et l'esprit, le postulat de l'arc-en-ciel, c'est ça. C'est une philosophie pour dire il faut aller au-delà. Dire que M. Aubin, ceci, chacun est cela, il faut qu'on aille au-delà. Parce que si on veut avoir une vision qui est autre, le Burkina, c'est ça. Et c'est justement ce qui fait la raison d'être de l'appel, qui veut qu'on s'élève au-dessus et qu'on élève les autres aussi au-dessus de tout ce qu'on a aujourd'hui, qui ne fait pas honneur, par exemple, au Burkina, et qui nous crée pas mal de problèmes dans nos divisions, dans nos conflits, etc. Voilà un peu. Seka Coulibaly, le mal est si profond qu'on peut tenter de désespérer par rapport à cette initiative, mais comme on le dit, c'est par le discours qu'on peut guérir aussi ce mal, puisque le discours est aussi à la base de cette division. Oui, tout à fait. Mais je pense que par rapport à cette initiative, il est évident que le diagnostic il est assez partagé. Le sondage qui vient d'être discuté ici montre à souhait qu'il y a de la matière pour estimer qu'il y a péril en la demeure. Maintenant, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait pour tenter de corriger ces périls-là. Il ne s'agit pas ici d'un simple péril lié à un gouvernement. Cela va au-delà de tout cela et on voit qu'il y a des matières qui peuvent même entraîner une dislocation du pays, les aspects, les contradictions communautaires, les violences communautaires, etc., peuvent entraîner donc une dislocation du pays. Le terrorisme peut mettre à péril l'État lui-même, si bien qu'il y a quelques facteurs qui nécessitent qu'on aille au-delà des sentiers battus et tenter de recoller les morceaux donc du vase Burkina Faso et trouver les voies et moyens de sortie de l'ornière. Ici, pour moi, je crois, le diagnostic, il est posé, il est suffisamment partagé.
il reste à voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour essayer de corriger ces diagnostics qu'on a fait tous ensemble. Et c'est là où l'ingéniosité réside dans le fait d'avoir convié les 100, qui vont être autant d'intelligence qui vont se mettre ensemble pour faire les propositions qu'il faut pour pouvoir aller au-delà d'un simple appel qui pourrait se confondre à une action politique. Et trouver donc ici les voies et moyens d'une action vraiment profonde qui s'ancre dans la société elle-même avec toutes les composantes qui ont été touchées jusque-là et essayer de trouver donc les solutions pour sortir le pays de la situation où il se trouve. Un appel donc pour impacter, pour recréer la cohésion, la stabilité, le vivre ensemble actuellement en difficulté. Madame Absa Diallo, vous êtes donc du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. C'est vrai que c'est un sujet qui est en droite ligne avec votre lutte, mais là, vous parlez surtout de justice. Exactement, merci. Donc avant tout, je pense que j'allais saluer l'initiative de Lookman. Elle est la bienvenue. Comme il a dit, on est dans une zone de turbulence. Et quand le pays est dans cette instabilité, effectivement, chacun s'occupe, on va dire, de ses oignons. Nous, au niveau du collectif, comme vous avez dit, notre bataille s'organise surtout autour de la justice. Parce que pour moi, ce qui est important, le diagnostic, il a été fait. Évidemment, ça ne va pas. Mais jusque-là, on n'a pas dit qu'est-ce qui ne va pas. Qui, pourquoi, comment, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour que ça aille. Je pense que le collectif donc, qui est là pour réclamer justice pour les personnes qui sont en mal-être actuellement au niveau des différents sites. Donc, pour revenir un peu juste sur l'histoire du collectif, chacun de nous sait que c'est suite au lendemain des massacres de Yirgou, les 1er et 2 janvier, le Burkina Faso, les Burkinabés se sont vraiment réveillés avec cet électrochoc, j'allais dire. En début d'année d'ailleurs. Voilà. Et jusque-là, malheureusement, c'est une situation dramatique qui continue. Donc voilà pourquoi, 6 mois plus tard, rien n'est fait au niveau de la justice, ce qui nous interpelle chacun de nous. Moi, je suis d'accord qu'on parle de paix, de justice, de cohésion sociale, mais pour moi... Il y a le discours, mais il y a aussi les actes qui vont avec. Qui est vraiment important. Et la justice fait partie de ces actes-là. C'est un pilier indispensable. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens On a toujours vécu ensemble, ça n'a pas été un problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une population qui se fait massacrer, qui réclame vraiment la protection de l'État, parce que nous sommes tous des citoyens burkinabés, qui ne l'a pas. Et en face, on a des bourreaux qui sont armés, qui nous courent après, et on nous demande vraiment de la paix. On nous demande de ne rien dire, de vivre dans une cohésion sociale. Vraiment, je trouve que c'est 2 discours incohérents qui sont mis l'un dans l'autre. Alors, aujourd'hui, 6 mois après, qu'est-ce que vous faites? Parce que, entre-temps aussi, on a l'impression que le collectif a baissé en intensité en termes d'activité et d'interpellation. Oui, j'allais dire que le collectif, ce n'est pas seulement les marches, parce que quand on parle de ça, on pense que le collectif est fait pour marcher. J'allais dire pas seulement, on est sur le terrain, on est tout le temps, le premier objectif, c'est surtout d'alerter. On l'a tant bien que mal fait. On a alerté les opinions publiques nationales et internationales sur ce qui se passe dans notre pays. Le Burkina Faso, c'est un pays à nous tous. Et jusque-là, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu cette inertie, judiciaire, n'a pas eu vraiment l'écho qu'on attendait. Voilà pourquoi jusqu'à présent, on continue les actions, on continue de mener sur le terrain le combat pour qu'il y ait justice pour les déplacés, pour qu'il y ait justice pour les personnes qui sont décédées sans explication. Et surtout, notre autre combat, on va dire, c'est au niveau des exécutions sommaires. Voyez-vous, de nos jours, si je prends les différents sites, il y a Bassalgo, Kielbo, Gassekeli, Foubé, il y a dans ces camps-là des personnes qui viennent se retrouver, qui se déplacent en tout cas pour aller dans ces camps, pour, on va dire, fuir les tueries, mais qui se retrouvent tout d'un coup être extirpés même de ces camps et aller se faire tuer. Est-ce que ça veut dire qu'autour de ces camps, il n'y a pas forcément la sécurité n'est pas garantie pour se déplacer? Justement, pas du tout. Il n'y a pas de sécurité et elles sont plus en danger même en restant sur les sites qu'en étant, dehors. Voilà.
Là, ça reste un véritable problème, Loukman, effectivement, parce qu'il y a eu un cas récent justement où un des déplacés s'est retrouvé après effectivement bastonné par des Kogluego, selon l'histoire, et qui après, selon le témoignage justement, qui après s'est retrouvé en soins et malheureusement, on connaît la suite. Bien sûr. Bon, en fait, moi je pense que c'est Amsata. Hein. Voilà, ce qu'elle dit est totalement vrai. C'est même d'ailleurs tout ça qui fait le contexte aujourd'hui que nous avons. La zone des turbulences dont il est question, c'est ça. C'est-à-dire que si on reste dans une situation où l'État est totalement, j'allais dire, démantelé, où nous n'avons pas malheureusement une nation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, nous sommes des entités rassemblées. Nous ne sommes pas encore une nation. Parce qu'une nation, il nous faut un contrat social. 100 ans après aujourd'hui, quelle est la natte? Quel est l'état de la natte sur laquelle nous dormons? Parce que 100 ans derrière, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu de telles tueries, massacres autour de mobiles qui ne soient pas, par exemple, des mobiles de production comme l'élevage et la terre. Mais des questions qui sont purement politiques et autres. On n'en a jamais vu. Ça suppose que quoi? Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux phénomènes qui mettent à rude épreuve ce contrat social. C'est ça qu'il faut revoir, il faut le relire. Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on va à une nation? Parce qu'on ne sommes pas encore une nation. Parce que tout ce qui se passe, c'est cela. Mais quand on n'est pas une nation et que l'équilibre est tenu par certains ressorts qui peuvent à un moment donné être tout simplement éprouvés par des chocs comme le terrorisme, des attaques, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas un État, le cas c'est ça. Nous n'avons pas un État aujourd'hui qui est fonctionnel. C'est ça aussi dans certaines zones, justement, l'autorité n'existe plus pratiquement. Oui, l'autorité, ça c'est autre chose. Je n'ai pas de l'État. Je n'ai pas de l'État. La conception, comment on agit, l'action, même à Ouagadougou. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une situation où notre État est véritablement dans une sorte de, j'allais dire, de déconstruction, de déstructuration, pour ainsi dire. Donc il faut qu'on travaille sur ça. Aujourd'hui, la justice n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'État. Sinon, dans un État normal, où il y a l'État de droit, la justice va seule. La justice, pourtant, elle va seule. À son rythme, travaille. Oui, c'est ce qui est dit dans le cas, par exemple, de Yirgou. Quand elle a son rythme, elle se fait sentir. On la sent, elle se fait voir. La justice ne fait pas son travail, elle est en route. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Mais moi, je dis, un enfant qui fait une bêtise, est-ce qu'on attend 3 mois plus tard pour le corriger ou on le fait sur le champ? L'effet, l'impact, c'est à quel moment vraiment il est véritablement important. La justice, c'est aussi des moyens assez lourds aussi pour faire fonctionner la machine. C'est peut-être aussi ça qui fait défaut parfois. Moi, je pense que souvent, c'est le manque de volonté en réalité. Le même cas s'est produit au Mali. On a vu tout de suite les coupables. D'autant plus que chez nous, c'est tellement facile. Il y a des gens qui se permettent de sortir pour dire, pour avouer leur crime. Et derrière, il n'y a rien qui est fait. Donc vraiment, excusez-moi quand vous parlez d'État, mais je pense que c'est vraiment un véritable manque de volonté d'agir derrière. Voilà pourquoi certainement il faut sortir. Siaka, c'est vrai que le problème est encore posé, notamment avec cette arrivée massive de déplacés vers Ouagadougou. Il faut commencer à craindre véritablement pour ce problème-là, mais ça reste un problème sérieux. On a comme l'impression que jusqu'à présent, l'État a du mal véritablement à prendre en charge le problème. Oui, comme je le disais tantôt, heureusement que le sondage vient... Et s'il y avait peut-être la justice pour Yirgou, peut-être que ça rassurerait les populations. Exactement. Le sondage vient valider donc le diagnostic qui est fait par les uns et les autres et qui ressort dans les chiffres qu'on a pu voir. Je prends le cas spécifique de Yirgou. On peut établir à ce niveau qu'il y a une véritable défaillance, non seulement de la justice, mais aussi du gouvernement, parce qu'il y a des aspects qui relèvent du gouvernement, notamment la protection sociale, les œuvres humanitaires, etc., où il y a également des insuffisances importantes qui sont constatées. Pour ce qui est de Yirgou, il y a eu des violences à l'encontre d'une communauté qui a nécessité qu'on fasse des camps de réfugiés, mais rien ne justifie qu'aujourd'hui, les gens continuent à être dans les camps. Parce que s'il y a eu un problème ponctuel à un moment donné entre des individus, les gens devraient être en mesure de rejoindre leur domicile aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas rejoindre? C'est le principal indicateur qui montre que la justice, au-delà de poursuivre les contrevenants, ne fait pas non plus le reste du travail. Et là, on est dans une sorte de stagnation
sur ce dossier-là et qui interpelle également les autorités. Au niveau du ministère de la Justice, il a été demandé, par exemple, la nomination d'un juge d'instruction spécial, parce qu'on sait que les services judiciaires sont encombrés et que les juges d'instruction aujourd'hui ont beaucoup de travail et qu'il faut mieux mettre en place un juge d'instruction spécial qui va s'occuper spécifiquement de ça, parce qu'il y a déjà... Il y a aussi la paralysie de l'appareil judiciaire, ces grèves aussi. Donc on est obligé d'établir la responsabilité donc, des services publics sur cette question-là, qui contribue à réduire la confiance que les individus ont, les citoyens ont dans les services publics. Et c'est ça qui ressort également au niveau des différents sondages et qui ne fait que s'empirer avec les cas d'Arbinda qui viennent s'aggraver, les attaques se poursuivent, les services de sécurité n'arrivent pas toujours à contenir les attaques terroristes, si bien qu'on a des arrivées massives donc, de réfugiés, y compris dans la capitale maintenant, qui est assez significatif et qu'il faut analyser dans le fond. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les populations indiquent, et c'est ce qui est ressorti dans plusieurs reportages des médias internationaux et des organisations internationales, à savoir que la menace est double au niveau des populations. Elle provient à la fois des terroristes, mais également parfois des forces de défense et de sécurité, qui ne prennent pas des gants pour identifier convenablement les cibles et parfois commettent beaucoup de bavures qui mettent donc les populations en danger, ce qui les amène à se retourner vers le siège donc, de l'autorité, qui est la capitale, pour dire, bon, nous voilà, on ne peut pas demander plus en termes de sécurité, en termes de protection, qu'en étant ici, et on ne peut plus évoquer la distance comme un argument pour ne pas protéger les populations. Elles sont là maintenant, il faut les protéger. Absa Diallo, vous prévoyez quelque chose au niveau du collectif, apparemment? Exactement, exactement. En fait, les femmes du collectif, donc à travers le mouvement Femmes Debout, lancent donc une activité ce samedi-là, un sitting. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que vraiment, les femmes, on ne se fait pas entendre. Ou même si on nous entend, on ne réagit pas. Donc, à ce niveau, les femmes vont sortir ce samedi pour manifester, encore une fois, pour exiger cette justice qui nous est tant chère. Mais aussi, surtout, comme Siaka vient de le mentionner, les déplacés qui sont là, ils sont de deux ordres. Ceux qui sont sur les sites, on va considérer comme éloignés, et surtout ceux qui sont à Ouaga. Ceux qui sont à Ouaga, qui sont près de 1000 actuellement, il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'on avait vraiment lancé cette alerte qu'il fallait trouver des solutions depuis le début de Yurgou. Aujourd'hui, on en est là. Donc, nous allons sortir massivement pour manifester. Manifester, voilà. Justement, encore une fois, interpeller l'autorité et la justice. Loukman, c'est effectivement à craindre, hein, avec cette arrivée maintenant, Ouagadougou qui est concerné désormais des camps déplacés à Ouagadougou. Oui, c'est assez révélateur de l'ampleur. Et je peux vous dire que Ouagadougou risque d'être envahi encore plus. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens se disent, à Ouagadougou, apparemment, il n'y a pas de problème dans ce pays. Parce que les discours qu'on tient ici, les gens écoutent. Parce qu'on est là, on dit qu'il n'y a rien. Que ça va, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Pendant ce temps, chaque jour que Dieu fait, des gens meurent, il y a des carnages un peu partout. Donc les gens vont venir à Ouaga pour qu'on sache qu'effectivement, ça ne va pas. Donc je crois que c'est ça un peu comme l'histoire des migrants qui vont en Europe. Voilà, quand on dit de financer le développement en Afrique, etc., on fait des discours, on ne fait rien. Les gens vont rejoindre donc l'Europe. Par la mer, partout. Donc ça, c'est une réalité. Et on risque de recevoir encore, c'est un message. Si le message n'est pas compris, comme on dit qu'il faut les ramener dans l'insécurité, mais si le message n'est pas compris, les gens vont venir encore plus. Donc ça, c'est une réalité. Je voudrais simplement terminer pour dire à Absa, on se comprend très bien. Mais vous savez, si on n'a pas d'État, on n'a pas une volonté ne vaut pas. Il y a d'abord l'État. L'État, c'est une machine qui se déclenche seule. Et la volonté, même si elle est contre, elle ne peut pas arrêter l'État dans son action. Mais quand il n'y a pas d'État, toute volonté s'impose, qu'elle soit bonne, elle s'impose, qu'elle soit mauvaise, elle s'impose. Et c'est ça qu'il faut voir. Dans nos pays, il faut qu'on arrive à avoir des États qui fonctionnent. De sorte que la volonté d'un individu de ne pas faire la justice ne puisse pas arrêter l'État. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça la question. Peut-être quelque part, simplement une volonté politique a bloqué les choses et c'est bloqué. Donc on n'est pas dans un État dans ce sens-là. On va poursuivre un peu avec le prochain sujet de cette info, c'est la crise au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. C'est finalement la justice qui a tranché justement dans ce cas précis, dans le différend sur la tenue du congrès extraordinaire du parti. La justice qui suspend la tenue du congrès du 16 juin. Le premier vice-président du parti, Achille Tapsoba, est déçu.
Le comité d'organisation du congrès extraordinaire du CDP devant la presse pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine. Si pour le premier rendez-vous, c'était pour annoncer la tenue du congrès extraordinaire ce 16 juin pour la relecture des textes, ce 15 juin, le comité parle d'un report. La raison, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a ordonné la suspension du dit congrès jusqu'à la mise en place d'un bureau politique national conformément aux dispositions du statut du parti. Le problème est que ceux qui ont voulu l'annulation de ce congrès ne sont autres que des membres du bureau exécutif national du CDP porté par deux équipes. La première équipe est conduite par Asmane Daniel Sawargo et la deuxième par Mamadi Kwanda et compagnie. J'ai trouvé des camarades, des membres du bureau exécutif national et du bureau politique national pour s'opposer à la tenue du dit congrès, et ces mêmes ont esté le parti en justice, cela dans le but d'amener le ministère en charge des libertés publiques et d'agir dans le sens d'empêcher la tenue du congrès. Le délibéré a été rendu le vendredi 14 juin dans l'après-midi par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a ordonné la suspension de la tenue du congrès jusqu'à la mise en place d'un bureau politique national conformément aux dispositions de l'article 32 des statuts de notre parti. Le CDP appelle ses militants à se mobiliser car le congrès extraordinaire se tiendra contre vents et marées. Le bureau exécutif national prendra d'ailleurs des sanctions disciplinaires contre ceux qui veulent couler le parti. Ces derniers, non contents de participer à la déclaration de candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, veulent bloquer le fonctionnement du parti en l'empêchant de tenir son congrès. Et pendant ce temps, ils tiennent des meetings de soutien aux mêmes candidats déclarés. Nous considérons l'acte posé par nos camarades, ceux qui nous ont estés en justice et devant le ministère en charge des libertés publiques, comme une volonté manifeste de liquider le parti, comme une volonté manifeste de procéder à l'arrêt du fonctionnement de notre parti, comme une volonté manifeste de parjurer leur propre. Au nom du bureau exécutif national du parti, au nom de la direction politique nationale de notre parti, que le CDP, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a pas de candidat désigné pour les présidentielles 2020. Sont tombés. Toutes les manœuvres des contempteurs du parti sont mises à jour. Kadri Désiré Ouédraogo n'est pas le candidat du CDP et à ce jour, le parti n'a pas encore de candidat déclaré. Pour l'instant, une vingtaine de membres du bureau exécutif national sont du clan Kadri Désiré Ouédraogo et le reste du clan CDP, puisque le même bureau exécutif national refuse pour l'instant de parler de clan Edi Kombouego avant toute investiture conformément au texte du parti. Et au même moment, à Ziniaré, Kadri Désiré Ouédraogo, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, a rencontré ses partisans. C'est son premier véritable rendez-vous avec ses partisans depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2020. Le choix du lieu, tout un symbole. Ziniaré, ville natale de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Je vous salue et je vous remercie d'être venus si nombreux à ce rassemblement historique. Je voudrais ici renouveler l'expression de ma gratitude au président Blaise Compaoré. Kadri Désiré Ouédraogo veut le palais de Koussiam à Ziniaré. La détermination est bien affichée, il n'y a plus de doute. Je suis fortement encouragé par les messages émanant de notre population et qui s'engagent tous à défendre notre cher et beau pays. Eh bien, c'est ce message que je suis venu livrer et je suis heureux de ce que j'ai entendu, de l'engagement que j'ai entendu de la part de toutes les sections de la population de Ziniaré et de Loubritenga. Et je suis sûr, partagé par toute la population du Burkina Faso. Nous souhaitons que notre pays se développe dans la paix, dans la démocratie, dans la stabilité et que tous les fils du Burkina, sans exception, puissent apporter leur contribution à la construction nationale. Même si nous avons des idées différentes, nous avons tous un même objectif, bâtir un Burkina prospère, un Burkina de paix. Donc ça doit être entre nous
des rendez-vous de fraternité, des rendez-vous de tolérance et des rendez-vous de respect mutuel. Respect mutuel, cohésion sociale, paix et stabilité. Kadri Désiré Ouédraogo veut le pouvoir, mais pas à tout prix. Voilà, on me fait signe malheureusement qu'on est en fin d'émission. On va s'arrêter pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. À dimanche prochain. Bonsoir.